Et pour parler voilà, innovation technologique du concept au pitch, la première question qui est fondamentale quand on innove, bah, c'est qu'est-ce que l'innovation? Et c'est un sujet qui est souvent on est amené, on va dans la mauvaise direction lorsqu'on essaie de le définir. En fait, quand vous amenez un nouveau produit sur un marché, vous pouvez toujours placer ce nouveau produit sur un graphe à deux axes, où sur l'axe vertical, on a le risque, ce qu'on appelle le risque solution. C'est-à-dire, est-ce que je suis sûr, est-ce que je suis capable de fabriquer ma solution aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je ah, voilà, est-ce que je maîtrise complètement la solution que je fabriquais, ou est-ce qu'il y a un risque et que je dois faire voilà, des expériences, des tests pour savoir si j'arriverai à fabriquer cette solution? Et sur l'axe des abscisses, il y a le risque marché. Est-ce que ma solution, elle est attendue aujourd'hui par le marché, ou est-ce que je fabrique quelque chose et je verrai bien ensuite s'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Donc il y a deux niveaux de risque quand on amène un produit innovant sur un nouveau produit sur un marché. Et en fait, une fois qu'on a placé ces deux axes-là, bah, ça fait sur l'axe vertical désordonné, on a une solution maîtrisée ou une solution non triviale, on va devoir résoudre des problèmes, ou sur l'axe horizontal, une demande explicite du marché, c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui face à une demande hypothétique, où on verra bien s'il y a un débouché. Et une fois qu'on a ces deux axes-là, bah, on a quatre zones distinctes qui apparaissent sur ce graphe-là. Alors, en bas à gauche, on sait faire et le marché est avéré, c'est-à-dire que là, on maîtrise la technologie pour fabriquer la solution et il y a une demande explicite du marché. Si on monte en haut à gauche, on a une promesse vendeuse, mais on ne sait pas réaliser. Si je vous dis que j'ai un moyen de transport qui peut vous faire Toulouse-Paris en 2 minutes pour 20 euros, on est d'accord que la promesse est extrêmement vendeuse. Là, tout le monde est demandeur de ça. Par contre, est-ce que je sais faire ça? Peut-être pas. À l'opposé, on sait faire, mais y a-t-il des gens pour l'acheter? Ça, c'est le cas un peu opposé. On vient de sortir de l'été, il a fait un peu chaud cet été-là. Quand on a un dress code dans une entreprise, on doit être avec chemise, pantalon, etc. Voilà, ça peut être désagréable. Et donc il y a un problème. Et si je vous disais que je vends des vêtements avec un système de refroidissement, on est capable aujourd'hui, on a la technologie pour faire ça. Par contre, est-ce que les gens achèteraient ces vêtements-là? C'est une autre question. Et donc là, on sait faire, mais y a-t-il des gens pour l'acheter? C'est une demande hypothétique. C'est un besoin. Le marché n'attend pas aujourd'hui ce type de produit. On ne sait pas comment il sera accueilli. Et enfin, quand on va en haut à droite, on cumule les deux types de risques, c'est-à-dire on ne sait pas faire et on ne sait pas si c'est vendable. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on positionne n'importe quel nouveau produit qu'on imagine sur ce graphe-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on appelle innovation que la partie où il y a un risque, un type de risque, qui soit sur notre capacité à créer la solution ou sur le débouché possible de cette solution ou pas sur le marché. Et donc, ce qu'on appelle innovation, c'est quand on a une promesse vendeuse mais qu'on ne sait pas réaliser, qu'on sait faire mais on n'a rien qui nous garantisse qu'il y a des gens pour l'acheter, ou bien les deux en même temps. Et en fait, innover, c'est aller au-delà de ce qui est maîtrisé. Et ce que met en valeur ce graphe-là, c'est qu'en fait, innovation égale risque. Quand on innove, c'est qu'on va au-delà de ce qu'on maîtrise et qu'on prend des risques sur une dimension ou sur l'autre ou sur les deux en même temps. Alors pour pas que ça reste abstrait, j'ai quelques exemples de produits pour chacune des cases. Alors on va faire dans le même ordre. On commence par on sait faire et le marché est avéré. Ça va de la baguette à l'avion. Alors c'est un peu provocateur de faire ça, mais dans les deux cas, ce design d'avion, il existe depuis au moins 50 ans. On sait faire des avions de ce design-là, ça vole, et c'est ce que les compagnies aériennes aujourd'hui attendent. Donc, quand Airbus ou Boeing sortent un avion plus ou moins avec ce design pour une demande qui est explicite du marché, ils savent fabriquer, la demande est explicite, on n'est pas vraiment dans l'innovation. Il y a des petites améliorations par-ci par-là, mais il n'y a pas de véritable prise de risque. De la même manière que pour les baguettes, on sait que si on ouvre une boulangerie et qu'on vend des baguettes, eh bien, s'il n'y a pas une boulangerie juste à côté, on a une petite clientèle, on peut très rapidement anticiper le succès, prédire le succès commercial que ça aura. Et on sait faire des baguettes. Donc ça, c'est pour la première case. Si on monte en haut à gauche, promesse vendeuse, mais on ne sait pas réaliser. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de transport, Hyperloop, on est un peu dans la même situation. C'est que la promesse est extrêmement vendeuse, on vous promet d'aller plus vite que l'avion. Alors, pas en vitesse absolue, mais en temps de déplacement, si on enlève l'aéroport, etc. Vous allez d'une ville à une autre plus vite que si vous preniez l'avion.
pour un tarif égal à celui du train. Donc la promesse est extrêmement vendeuse, mais après, je ne sais pas si vous connaissez un peu le défi, consiste à Hyperloop faire 1/1000 de la pression atmosphérique sur 700 km, un tube. Voilà, c'est un enfer en fait. Et ils savent, c'est tellement un enfer que même les entreprises qui se lancent dans ce défi-là savent que leur premier business model, c'est de développer des technos et de les vendre avant d'arriver à commercialiser le produit, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc là, on a une promesse vendeuse, mais on ne sait pas du tout comment réaliser, pas encore. Et en fait, cette dimension d'incertitude sur la capacité à réaliser n'est pas forcément que technologique. Elle peut être d'un autre ordre, comme par exemple pour Airbnb. Ce que vous permet Airbnb, ça vous permet de voyager, quand vous voyagez, d'être dans un confort égal à celui que vous avez chez vous ou voisin, tout en payant moins cher que l'hôtel. Ils vont faire ça souvent. Bon. On a un chat noir ici, là. Qui découvre plein de choses, mais qui, des fois, a peur des problèmes qu'on peut avoir dans n'importe quel domaine. Ah, mais par contre, c'est très très bien ça, que vous ayez quelqu'un qui révèle les problèmes. C'est vraiment le sujet de l'innovation. On va revenir sur ça après. Alors, Airbnb, donc la promesse, c'est que quand vous pouvez aller partout dans le monde, avoir le même confort que chez vous, avec un petit dépaysement quand même, et en payant moins cher que l'hôtel. Donc la promesse est extrêmement vendeuse. Par contre, il y a deux grandes difficultés à Airbnb. La première, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est-à-dire que pour que vous puissiez trouver un logement partout où vous alliez, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des logements qui les référencent sur le site. C'est comme ça qu'on peut vous remplir cette promesse-là. Et sauf que pour qu'il y ait beaucoup de gens qui référencent leurs biens sur le site, il faudrait qu'il y ait beaucoup de trafic sur le site. Donc c'est la question de l'œuf et le poule. Comment on démarre un site comme ça? Parce que si au début je lance le site et que vous veniez, et pour n'importe quelle ville que vous voulez visiter, il n'y a pas d'appartement, vous ne revenez plus jamais. Et si de l'autre côté, moi on me dit venez référencer votre appartement et on vous trouvera des locataires, et qu'au bout de 3 semaines j'ai personne, eh bien je ne maintiens plus à jour et j'arrête. Donc il y a une véritable difficulté à enclencher un système comme ça. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est comment je crée un environnement de confiance qui permet à des inconnus non professionnels, enfin à des gens non professionnels, d'accueillir des inconnus chez eux. Et inversement. Donc Airbnb, quand ils se sont lancés, ils avaient une promesse extrêmement vendeuse, mais ils avaient deux grands niveaux de difficulté. Le premier, c'est l'effet de réseau, l'histoire de l'œuf et la poule. Comment avoir l'un, sachant que pour avoir l'un, il faut avoir l'autre. Comment on déclenche tout ça? Ce n'est pas quelque chose qui est simple. Et la deuxième difficulté, c'est créer un environnement de confiance qui permette aux gens que tout cela se passe bien et sans friction. Comment? Oui, oui. Mais bon, pour en revenir sur le détail d'Airbnb, oui, c'est pas parfait. C'est jamais parfait. Alors pour aller dans l'autre, à l'opposé, comme tout à l'heure, on sait faire, mais y a-t-il des gens pour l'acheter? On peut parler par exemple de Snapchat. Tout le monde connaît Snapchat. Donc on envoie des messages à base de photos qui sont détruites au bout de quelques secondes. Pour un développeur aujourd'hui, faire un copycat basique de Snapchat, c'est 2 jours de travail avec les outils qui existent aujourd'hui. C'est à faire, ce n'est pas du tout compliqué. Par contre, est-ce que les fondateurs pouvaient savoir qu'ils auraient 250 millions d'utilisateurs actifs journaliers? Certainement pas. Donc ils ont développé un produit, ils savaient le faire, mais il y avait un énorme risque, incertitude sur le marché. Comment le marché allait faire face à ce produit-là, est-ce qu'il allait être adopté ou pas? À côté, j'ai mis un autre produit qui a été mis sur le marché par Tessière, ceux qui fabriquent les sirops, et qui était une sorte de capsule pour avoir son sirop avec soi. C'est-à-dire que le sirop, on l'utilise soit dans un bar, soit chez soi, en général. Et ils se sont dit, pourquoi pas, les gens auraient des capsules dans leur sac ou dans leur poche, et quand je prends une bouteille d'eau, je mets 2 petites gouttes, ça fait de l'eau sucrée. Ils ont eu cette idée-là. Évidemment, technologiquement, il n'y a aucune complication à faire ça, mais ça a été un flop total sur le marché. Donc quand on innove, voilà, parfois on sait faire et le marché peut ne pas du tout répondre. Maintenant, on va voir le dernier cas en haut à droite où on ne sait pas faire et on ne sait pas si c'est vendable. Alors, je vais d'abord parler de Boston Dynamics, vous connaissez?
Donc c'est ces robots extrêmement impressionnants qui sont bipèdes ou quadrupèdes et qui se déplacent, qui sont autonomes et qui se déplacent de manière assez impressionnante. Eh bien, Boston Dynamics, c'est très complexe comme défi et ce qu'ils ont réalisé est incroyable, mais aujourd'hui, ils n'ont aucun débouché. Ils n'ont tellement aucun débouché en termes de business model que Google, qui l'a racheté, l'a revendu à SoftBank puisqu'ils ne savaient pas quoi en faire. Enfin, c'est un truc qui peut-être dans 15 ans, il y aura un débouché, mais aujourd'hui... Donc eux, ils se sont lancés dans un défi où ils ne savaient pas faire au début, ils ne savaient pas si c'est vendable. Aujourd'hui, ils savent à peu près faire, mais ce n'est pas vendable. Encore. Bon, ça nous forcera à faire des petites pauses. Donc en fait, à chaque fois qu'il y aura ça, on va faire une petite session de questions. On va faire une petite session de questions. Et à côté de Boston Dynamics, j'ai mis la Tesla Roadster. La Tesla Roadster qui est le premier modèle de Tesla et qui est une voiture de sport électrique à 100 000 $. Alors la Tesla Roadster, non seulement c'était compliqué techniquement de faire une voiture puissante avec une autonomie correcte, voiture de sport en moteur électrique et donc sur batterie. Donc il y avait un véritable défi technologique, mais en plus il y avait un grand risque marché puisque en fait une Tesla Roadster qui est un cabriolet à 100 000 $, quand on achète sur ce segment-là, quand on achète une voiture à 100 000 $, on veut acheter une voiture avec une marque que tout le monde connaît en fait. On achète une voiture avec une marque qui a une histoire, on entre un peu dans un club, et une marque qui a gagné des compétitions et qui a servi à faire avancer l'histoire d'automobile. Et Tesla, en 2008, personne ne connaissait Tesla. Et donc, quand vous mettiez 100 000 $ pour conduire une voiture que personne ne reconnaît, c'est quand même ballot. Et deuxième élément, par exemple, les amateurs de voitures de sport, ce qu'ils aiment faire, c'est première chose qu'on fait quand on monte dans une voiture de sport, c'est on fait ronronner le moteur. Et là, le moteur est silencieux. Donc, il n'y a aucun bruit. Vous avez une voiture puissante, mais elle ne fait pas de bruit. Et enfin, il y a même, vous savez, les Lamborghini, etc., ils exhibent leur moteur qui est derrière une vitre à l'arrière. Là, le moteur, il est en dessous de la voiture. Enfin, ils ne correspondent pas du tout aux attentes d'un segment où les gens achètent des voitures de sport à ce prix-là. Et puis même l'argument écologique ne tient pas du tout sur un cabriolet à 100 000 $, puisque en général, ceux qui achètent cette voiture-là, c'est la 5e. Donc, on n'est pas du tout dans l'écologie. Donc, en fait, d'un point de vue positionnement marché, c'est complètement aberrant la Tesla Roadster. Et donc, la Tesla Roadster était un produit qui, au moment de son lancement, avait à la fois un grand risque au niveau de la capacité de Tesla à le construire et un risque marché à ce que cette voiture-là va se vendre. Et donc voilà pour illustrer un peu chacune des cases, sachant que en fait, plus le risque est grand, plus le reward peut être important. Alors il n'est pas garanti, mais si ça prend, c'est important. Alors Tesla a eu quelques déboires parce que Elon Musk, on ne peut pas gagner à tous les coups et il a essayé d'aller trop vite sur certains aspects. Mais c'est quand même un cas d'école en termes de stratégie, la Tesla avec ses 3 modèles successifs et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire rendre la voiture électrique mainstream. Et je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à un moment, ils étaient plus valorisés que General Motors. Donc voilà pour donner quelques exemples. Et donc voilà, innovation égale risque. Ça, c'est vraiment un message extrêmement important.